Antoine, Anne-Marie, voilà. Donc je suis directrice d'un établissement pour personnes adultes handicapées, plus particulièrement un foyer d'hébergement. Donc ce sont des personnes handicapées mentales ou psychiques et qui sont en capacité de travailler dans un ESAT, c'est un sigle un peu nouveau, établissement et services d'accueil pour travailleurs handicapés. Les anciens CAT, Centre d'aide par le travail. C'est peut-être quelque chose qui vous parle un peu plus aujourd'hui. Donc ces personnes peuvent arriver dans le milieu du travail à partir de l'âge de 20 ans et peuvent y rester jusqu'à l'âge de 65 ans. On peut avoir une demande de dérogation au-delà, mais c'est rarement demandé parce que travailler jusqu'à 65 ans, c'est déjà un long parcours. Et pour nous, et pour eux aussi. Donc on essaie de trouver des solutions et qu'ils puissent partir à la retraite, même si c'est possible, avant 65 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont travailleurs en ESAT et hébergées dans un foyer tel que celui que je dirige, ne peuvent être en foyer que s'ils ont effectivement le statut d'ouvrier d'ESAT. S'ils perdent le statut d'ouvrier d'ESAT, c'est-à-dire s'ils arrêtent de travailler, qu'ils demandent leur retraite, ils ne peuvent plus rester en foyer d'hébergement. Et ça, c'est une problématique pour nous parce que effectivement, ayant des difficultés à trouver des solutions pour les personnes vieillissantes et des solutions d'hébergement, bien sûr, on maintient ces personnes en situation de travailleurs d'ESAT plus longtemps que ce qu'ils pourraient éventuellement même désirer. Voilà. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Alors ce sont des chiffres qui datent de 2009 et qui ne concernent que l'association pour laquelle je travaille, qui est l'ADAPI, Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Donc cette association accueille 867 personnes en situation de travail et sur ces 867 personnes, il y en a 511 qui sont externes, donc qui vivent soit à leur domicile parce qu'ils ont suffisamment d'autonomie pour être chez eux, soit au domicile des parents, soit effectivement en colocation avec d'autres ouvriers d'ESAT. Et 356 sont accueillis en foyer d'hébergement. Sur ces 867 personnes, après je m'arrêterai au niveau des chiffres, mais c'est pour un peu situer quand même la problématique du vieillissement. Sur les 867 personnes accueillies en ESAT, il y a 445 ouvriers qui ont en 2009, qui avaient plus de 45 ans. Donc ça représente à peu près 51% de la population accueillie en ESAT qui a plus de 45 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir trouver quand même des solutions pour ces personnes quand elles vont demander leur départ à la retraite. Donc, conditions pour rester, je vous ai dit, dans un foyer d'hébergement, c'est effectivement le statut d'ouvrier d'ESAT. Et bien sûr, il y a aussi des conditions, on va dire, plutôt liées aux soins et les conditions médicales, puisque dans les foyers d'hébergement, nous avons effectivement un infirmier qui a en charge la distribution et la préparation des médicaments, mais et puis les soins au quotidien et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Mais enfin, c'est pas un infirmier déjà à temps plein et il n'est pas là non plus ni en soirée ni sur les week-ends. Donc effectivement, il ne faut pas que la personne ait trop de problèmes médicaux et demandant trop d'accompagnement au niveau du soin pour qu'elle puisse rester aussi en foyer d'hébergement et en ESAT. Lorsque nous avons plutôt des personnes qui effectivement ont des problèmes de santé, soit c'est passager, et là on accompagne bien sûr, mais soit c'est vraiment des pathologies qui ne permettent pas de rester sur le foyer d'hébergement, et là on cherche une réorientation vers d'autres établissements dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc la prise en compte, alors le titre c'était effectivement... Ah oui, non, ça va,
ça avait été changé. Parce qu'au départ, c'était sur la prise en compte du vieillissement et la mise en préparation quoi, de cette situation. Donc, prise en compte du vieillissement précoce ou situation de fatigabilité, effectivement, dès l'âge, on peut dire, de 45 ans, on a un regard plus attentif sur ces personnes par rapport, effectivement, à leur fatigabilité, par rapport aussi à la perte de concentration au niveau du travail. Donc ça, c'est une relation qu'on a entre les travailleurs d'ESAT et enfin les accompagnants d'ESAT et les professionnels de foyer pour justement croiser nos regards et alerter quand on s'aperçoit que les personnes commencent à avoir des difficultés à la fois à travailler et des difficultés dans les actes de la vie quotidienne. Hein. Donc on essaie à ce moment-là, suivant bien sûr l'âge laquelle intervient cette perte d'autonomie, on essaie de trouver des solutions pour permettre de maintenir la personne quand même en ESAT. Et c'est pour ça que nous avons sur les ESAT créé des sections qu'on appelle des sections annexes, des SACAT, S-A-C-A-T, sections annexes de CAT, ou des pôles d'activité de soutien, PASS. Donc ça, ce sont des activités en journée qui ont lieu sur le lieu de travail en ESAT. Donc les personnes continuent à aller sur l'ESAT, mais avec des temps de travail et puis des temps d'activité, on va dire, plus ludiques, des activités qui leur permettent de maintenir le lien social. Donc ils font des sorties, ils ont des activités qui permettent aussi de maintenir la motricité et puis des activités ludiques de travaux manuels, enfin un peu tout ce qu'ils peuvent leur permettre de maintenir ce lien avec l'ESAT. Et sur les foyers d'hébergement, toujours pour accueillir ces personnes qui vieillissent et qui sont un peu moins dans l'activité de production, certains foyers d'hébergement ont créé ce qu'on appelle un accueil de jour. Et donc les personnes, au lieu d'aller à l'ESAT tous les jours et en continu, il y a un aménagement de leur temps et une période de la journée où ils restent au foyer avec, alors pour certains c'est plutôt le matin parce qu'ils ont des difficultés au réveil, enfin à se lever, voilà. Pour d'autres c'est plutôt les après-midi. Et donc le matin, enfin en tout cas sur le foyer sur lequel je travaille, on a priorisé la présence d'une aide-soignante pour justement faire un accompagnement au niveau des toilettes, des soins du matin. Et l'après-midi, c'est une AMP qui prend le relais et donc qui fait des activités aussi de loisirs, de promenade, de psychomotricité, enfin des parcours de motricité pour toujours aussi maintenir les acquis et essayer de garder le plus longtemps l'autonomie de ces personnes. Quoi vous dire encore? Voilà, au niveau des orientations possibles à la sortie d'un foyer, puisque effectivement l'âge avance et il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir héberger ces personnes. Donc bien sûr que ces solutions, c'est en fonction de l'handicap de la personne et des pathologies qui viennent parfois se greffer suite à l'âge. Hein. Donc il y a plusieurs possibilités. Je voyais dans le reportage quand on demandait quelles étaient les structures qui étaient en capacité d'accueillir des personnes handicapées vieillissantes. Il y a quelques structures effectivement spécialisées pour des personnes vieillissantes. Donc il y a les MAFA, ce sont des maisons d'accueil pour personnes handicapées âgées. Donc ça, ce sont des petites unités, en général entre 8 et 15 places maximum, hein, et donc qui accueillent ces personnes à partir de 65 ans.
Et alors ces MAFA ne sont pas médicalisés. Donc tant que la personne ne demande pas effectivement, enfin n'a pas besoin de soins de soins importants, elle reste en MAFA et le jour où effectivement son état de santé et son autonomie se dégradent, il faut effectivement trouver d'autres solutions. Mais ces structures MAFA sont en général adossées à un foyer d'hébergement. En tout cas, c'est ce qui se passe dans l'association à laquelle je travaille, où il y a actuellement 3 MAFA qui sont ouvertes, et il y a un projet d'en ouvrir une 4e dans la région paloise. Donc ces 3 MAFA sont adossés à un foyer d'hébergement, ce qui permet, parce que comme c'est des petites unités de 10 personnes, ça permet effectivement de pouvoir mutualiser certaines dépenses, comme la cuisine, l'infirmerie, les surveillants de nuit, le personnel administratif, la direction, voilà, tout ça est mutualisé entre le foyer d'hébergement et la MAFA, et c'est ce qui permet de pouvoir que ces petites structures soient viables. Autre type de structures qui peuvent accueillir des personnes handicapées vieillissantes, ce sont les foyers d'accueil médicalisés, les femmes. Donc eux peuvent normalement accueillir des personnes à partir de l'âge de 45 ans, et ce sont bien des foyers, comme le dit dans foyer d'accueil médicalisé. Ces établissements-là sont effectivement à même d'accompagner la personne jusqu'à leur fin de vie, puisqu'ils sont équipés et ils ont le personnel pour faire cet accompagnement-là. Il y a aussi les foyers de vie ou foyers occupationnels. Donc là, c'est pas normalement. Enfin, ce type de structure peut accueillir des personnes adultes dès l'âge de 20 ans. En général, ce sont des personnes qui donc n'ont pas pu être orientées vers un centre d'aide par le travail, vers un ESAT, donc en n'ayant pas la capacité, n'ayant pas suffisamment de capacité pour travailler. Donc ils peuvent être accueillis à 20 ans, mais on peut aussi réorienter un ouvrier d'ESAT vers un foyer occupationnel ou un foyer de vie quand son état de santé ne demande pas un soin et ne demande pas à aller dans une structure médicalisée. Donc on peut aussi, et ils accueillent aussi ces personnes jusqu'à la fin de vie. Donc voilà. On peut aussi, quelques-uns de nos résidents ont été accueillis en famille d'accueil, parce qu'il y a peu de familles d'accueil pour personnes âgées handicapées, mais ça, sur la région paloise, on en a trouvé. On a 2 résidents qui sont partis sur des familles d'accueil à leur demande. On essaie, quand on cherche la solution d'orientation pour ces personnes, bien sûr, on essaie de répondre à leurs souhaits et à leurs attentes. Donc ça, c'était 2 personnes qui avaient vraiment l'envie d'aller sur des familles d'accueil et ne voulaient pas rentrer en institution, voulaient sortir de l'institution, justement. La difficulté qu'on a parfois pour trouver la bonne orientation, c'est que pour monter un dossier, il faut passer bien sûr par la MDPH et ça demande à peu près 6 mois de traitement. Et entre-temps, on peut avoir des personnes qui ont leur état de santé qui peuvent se dégrader. Donc moi, j'ai eu à demander une orientation, par exemple, sur un foyer de vie pour une personne. Et le temps que le dossier soit monté et passe en commission MDPH, la résidente a été détectée avec une maladie de Parkinson. Et donc du coup, on a revu l'orientation pour redemander une orientation femme. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas demander... En même temps, on ne peut pas demander plusieurs orientations. Il faut vraiment cibler sur un type d'établissement. Et ça, c'est parfois un peu compliqué et on peut perdre du temps aussi parce que, voilà, le temps qu'on ait une orientation, un diagnostic médical peut tomber et du coup, il faut recommencer le travail.
Pour continuer au niveau des maisons spécialisées, mais je le citerai juste et après je laisserai ma collègue en parler, ce sont les maisons d'accueil spécialisées, donc les MAS, qui accueillent des personnes donc, lourdement handicapées ou polyhandicapées, et là aussi dès l'âge de 20 ans. Et qui ont aussi bien sûr un accueil jusqu'en fin de vie, mais Madame Pandelet vous en parlera tout à l'heure, je pense. Et le dernier, enfin les derniers types d'établissements pouvant effectivement accueillir aussi des personnes âgées dépendantes, ce sont les EHPAD, où toute personne ayant plus de 60 ans peut demander à entrer dans un EHPAD. Et là, par contre, il n'y a pas de besoin d'orientation MDPH, donc la personne ayant atteint l'âge de 60 ans peut demander à rentrer dans un EHPAD. Elle peut demander avant 60 ans, mais là c'est pareil, je laisserai Madame Lafitte vous en parler tout à l'heure. Il peut y avoir des dérogations pour une entrée plus jeune dans un EHPAD, mais Madame Lafitte vous en parlera tout à l'heure. Voilà, donc en conclusion, moi ce que je veux dire, c'est que les offres sont multiples, hein, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait plusieurs types d'établissements et plusieurs types d'orientations, mais que les places sont en nombre insuffisantes et que donc effectivement il y a des listes d'attente qui sont importantes. Et puis là, moi ce soir, je vous ai parlé uniquement des personnes qui sont accueillies en foyer d'hébergement et donc que l'on suit, et que effectivement ces personnes-là, nous, quand on les a dans nos foyers, on les laisse pas, enfin je veux dire que on essaie de trouver une solution et on sait ils resteront dans notre établissement tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne solution pour eux. Mais moi je pense aussi beaucoup à tous les externes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a quand même 551 qui sont externes et qui donc quand ils prennent leur retraite au niveau de l'ESAT, ils se retrouvent soit au domicile des parents, et encore quand ils ont l'âge de la retraite, c'est rare quand les parents sont encore là, soit ils sont à leur propre domicile et ils échappent un peu au regard de protection, je veux dire, des accompagnants des AT, quoi. Et du coup, il y a besoin certainement de création de services d'accompagnement à domicile pour ces personnes aussi, quoi. Alors peut-être dans le même cadre que les personnes âgées, mais c'est vrai qu'il y aura aussi besoin de tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur, je ne sais pas si j'étais longue, pas longue, mais